Depuis le début de cette chaîne, nous vous répétons une seule chose. L'histoire officielle a été écrite par les vainqueurs. Elle commence souvent par une découverte. Comme si, avant l'arrivée des Européens, le monde était vide, sauvage, sans culture. Comme si l'histoire n'avait commencé qu'avec l'écriture, les armées et les églises de pierre. Mais si on ouvrait les yeux, vraiment? Si on écoutait les mémoires oubliées, les voix étouffées, les savoirs effacés, que nous raconterait-il? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur Écho et Résonance, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène dans un voyage à travers les continents. Un voyage dans le passé des civilisations autochtones, riches, complexes, brillantes, bien avant l'arrivée des Européens. La première erreur de l'histoire dominante, c'est de définir la civilisation selon des critères eurocentrés. Écriture alphabétique, ville fortifiée, monarchie ou hiérarchie rigide, religion centralisée, monuments en pierre. Mais ces critères excluent volontairement des sociétés hautement organisées, dont la culture repose sur d'autres formes de savoir. La mémoire orale, la symbiose avec la nature, la spiritualité intégrée à la vie quotidienne, les technologies durables. Il est temps de sortir de cette vision pyramidale. Une civilisation, ce n'est pas seulement bâtir des murs. C'est construire du sens, du lien, une relation au monde. Les Mayas, les mathématiciens du ciel. Les Mayas avaient une compréhension avancée du temps, des cycles célestes et du cosmos. Leur calendrier solaire et rituel était plus précis que le calendrier grégorien. Ils avaient une écriture hiéroglyphique sophistiquée, encore partiellement déchiffrée. Leurs cités comme Copan, Uxmal, Tikal rivalisent d'architecture, de géométrie et de beauté. Ils ont su bâtir dans la jungle, sans métal, ni roue, ni animal de trait. Les Aztèques, des bâtisseurs de Tenochtitlan. Imaginez une ville au milieu d'un lac, avec des temples immenses, des jardins flottants, Chinampa, des marchés comptant jusqu'à 60 000 personnes par jour. Tenochtitlan, aujourd'hui Mexico, surpassait en taille et en hygiène la plupart des villes européennes du XVe siècle. Ils pratiquaient aussi la médecine, la poésie et avaient une cosmologie cyclique centrée sur la transformation et le sacrifice. Les Incas, les maîtres des Andes. L'empire Inca, ou Tawantinsuyu, a su administrer un territoire de plus de 4000 km de long. Il avait un système de routes pavées et de relais à travers montagnes et vallées, des ponts suspendus en fibres naturelles. Il possédait un stockage alimentaire collectif appelé kolkas. Leur agriculture en terrasses adaptées était à l'altitude. Ils avaient aussi un système de transmission de données par les quipus ou des cordelettes nouées. Bien avant Monsanto, les peuples autochtones d'Amérique avaient inventé une agriculture complexe et durable. Le maïs a été domestiqué au Mexique il y a 9000 ans. La pomme de terre, nourricière du monde moderne, vient des Andes. Le système des trois sœurs, maïs, haricots, courges, montre une compréhension symbiotique des plantes. Dans l'Amazonie, les peuples ont créé la terra preta, une terre noire fertile créée par l'homme qui résiste encore aujourd'hui à l'érosion. Ces sociétés nourrissaient des millions de personnes sans polluer ni détruire leurs écosystèmes. Bien avant que les premières caravelles européennes ne longent les côtes, l'Amérique du Nord était loin d'être une terre vide ou chaotique. Elle était densément habitée, structurée et diverse, avec des sociétés autochtones puissantes, complexes et bien ancrées dans leur territoire. Contrairement à l'image simpliste des tribus nomades sauvages véhiculées par la colonisation, ces peuples formaient des nations. Pas au sens européen du terme, royaume centralisé, mais dans une logique d'alliance, de culture commune, de territoire partagé, de lois et de mémoire. Les tribus avaient des formes de gouvernance élaborées.
les Haudenosaunee ou encore Iroquois. Ils formaient une confédération puissante de 6 nations, Mohawks, Oneidas, Onondagas, Cayugas, Senecas et plus tard les Tuscaroras. Appelée la Grande Loi de la Paix, leur constitution orale est un modèle d'organisation politique. Elle prônait la souveraineté partagée, le consensus collectif. La rôle politique majeur des femmes, ce sont elles qui nommaient en les chefs. Une vision cyclique de la paix et de la guerre, fun fact. Cette confédération a inspiré certaines idées de la Constitution américaine, notamment le fédéralisme, mais sans jamais que cela soit officiellement reconnu à leur juste valeur. Cahokia l'Illinois actuelle. Peu connue du grand public, cette métropole amérindienne fut pourtant la plus grande ville d'Amérique du Nord, avant l'arrivée des Européens. Située près de l'actuelle ville de Saint-Louis, 20 000 à 40 000 habitants, à son apogée vers 1100. Une pyramide de terre, Monk's Mound, plus haute que la pyramide du Soleil à Teotihuacan, un réseau de routes, de quartiers résidentiels, de marchés. Un woodhenge, cercle de poteaux en bois servant d'observatoire solaire. Cahokia démontre que l'urbanisation, la planification, la religion organisée et les échanges commerciaux existaient pleinement ici, bien avant l'arrivée des Européens. Des objets retrouvés à travers l'Amérique du Nord, comme des coquillages marins, du cuivre, de l'obsidienne, des perles et des plumes, montrent l'existence de routes commerciales complexes allant des Grands Lacs jusqu'au golfe du Mexique, des plaines jusqu'à l'Atlantique, voire jusqu'à la Californie et les montagnes rocheuses. Ces routes ne servaient pas seulement à l'échange de biens matériels, mais aussi de récits, de croyances, de chants, de plantes médicinales, d'idées. Contrairement au mythe du chasseur-cueilleur primitif, beaucoup de nations d'Amérique du Nord pratiquaient une agriculture avancée, notamment dans les zones fertiles de la vallée du Mississippi ou des Grands Lacs. Le système des 3 sœurs, maïs, haricots, courges, est un chef-d'œuvre de symbiose agricole. Le maïs pousse droit, le haricot grimpe sur sa tige, la courge couvre le sol pour retenir l'humidité et éloigner les nuisibles. Ce modèle témoigne d'une écologie appliquée, pensée sur des siècles et transmise oralement. En l'absence d'écriture alphabétique, ces peuples transmettaient leur savoir à travers les chants rituels, les danses cérémonielles, les récits cosmogoniques, par exemple des récits de la création du monde, les wampum, ou ceintures de perles servant à enregistrer des événements diplomatiques, les symboles peints sur les peaux, rochers ou objets. Chaque nation avait sa langue, sa vision du monde, ses lois propres. La spiritualité autochtone n'était pas séparée de la vie, elle était incarnée dans chaque geste. La chasse s'accompagnait de rituels de gratitude. La médecine était à la fois physique, émotionnelle et spirituelle. Les animaux étaient vus comme des alliés. Le territoire n'était pas un bien, mais un être vivant. Le rapport au sacré était horizontal, participatif, ancré dans le respect du vivant. Les nations autochtones n'étaient pas de simples victimes passives. Elles avaient des structures diplomatiques, savaient former des alliances, gérer des conflits internes et externes, et négocier avec les nouveaux arrivants. Au lieu de la centralisation hiérarchique européenne, elles proposaient souvent des conseils de sages, des rotations de pouvoir, des rituels de pacification. Avant l'arrivée des Européens, l'Amérique du Nord était peuplée de millions de personnes, structurée en nations complexes, matrilinéaires ou égalitaires, dotée de réseaux commerciaux vastes, riche de culture, de langues, de spiritualité vivante, capable de créer des villes, des lois, des alliances. Pourquoi cette partie de l'histoire reste-t-elle si peu enseignée? Parce que reconnaître cette organisation invalide le récit de la conquête civilisatrice. Parce que cela rend visible ce que l'histoire coloniale a voulu rendre invisible. La richesse humaine, politique et spirituelle des peuples autochtones. Parlons des aborigènes d'Australie. Quand on pense aux civilisations autochtones avant l'arrivée des colons, l'Australie est souvent oubliée. Pourtant,
C'est là que se trouve l'une des plus anciennes cultures vivantes du monde, celle des peuples aborigènes. Bien avant la colonisation britannique, en 1788, l'Australie n'était pas un désert culturel. C'était une terre vivante, peuplée depuis plus de 65 000 ans, selon des recherches archéologiques récentes. Certains estiment même que la présence humaine pourrait remonter à plus de 80 000 ans, ce qui ferait des aborigènes les premiers navigateurs de l'histoire. Ces peuples n'étaient pas une entité unique, loin de là. Le continent australien était habité par des centaines de nations distinctes, parlant plus de 250 langues, avec leurs propres lois, spiritualité, traditions et territoires. Au cœur de la vision du monde aborigène se trouve une cosmogonie aussi fascinante qu'unique. Le temps du rêve, ou Dreamtime. Ce n'est pas un passé mythique figé. C'est un espace-temps sacré dans lequel les ancêtres créateurs, souvent des animaux totémiques comme le serpent arc-en-ciel ou le kangourou ancestral, ont façonné la terre, les rivières, les montagnes et les lois de la vie. Chaque vallée, chaque rocher, chaque dune est un lieu de mémoire vivante, un fragment du récit cosmique transmis de génération en génération par chants, danses, peintures et cérémonies. Les aborigènes n'écrivaient pas avec des lettres, mais avec des chants codés, des motifs peints et des gestes rituels. Leur mémoire était incarnée dans le paysage. Leurs songlines, ce sont des cartes chantées du territoire, vraiment fascinants. Imagine un monde où tu peux traverser un continent entier juste en chantant. C'est exactement ce que permettent les songlines, des lignes de chant qui relient des lieux sacrés à travers l'Australie. Chaque chanson suit le chemin d'un être ancestral pendant le temps du rêve. Ces chants racontent des histoires, mais ils servent aussi de cartes, de manuels de survie et de codes spirituels. En les chantant, les aborigènes marchaient dans les traces de leurs ancêtres, respectaient les lois du lieu et maintenaient l'équilibre cosmique. Leur art rupestre, comme on peut le voir à Kakadu, est plus ancien que les pyramides, vous savez. Les aborigènes ont développé une tradition artistique millénaire, des peintures rupestres de plus de 20 000 ans, représentant les esprits du rêve, les ancêtres et les cycles naturels. Des peintures sur écorce, des sculptures, des cérémonies visuelles mêlant corps peint, feu, musique et danse. Un art profondément codifié, où chaque point, chaque symbole, chaque couleur a une signification initiatique. Et contrairement à une idée reçue, leur mode de vie n'était pas uniquement nomade ou précaire. Il était écologiquement intelligent, basé sur une connaissance fine des saisons, des plantes médicinales, des migrations animales. Les aborigènes pratiquaient un feu culturel maîtrisé, qui permettait de renouveler les terres, éviter les grands incendies et préserver la biodiversité. Une forme de gestion durable avant l'heure. Chaque nation aborigène suivait une série de règles sociales transmises oralement, parfois appelées la loi ou Jukurpa. Ces lois déterminaient les mariages, souvent basés sur un système totémique très structuré, les responsabilités spirituelles, les rôles dans les rites de passage, l'accès au territoire sacré. Les enfants étaient élevés par l'ensemble de la communauté. Les anciens n'étaient pas simplement respectés. Ils étaient détenteurs du savoir ancestral, et seuls eux pouvaient transmettre certaines vérités aux plus jeunes, lorsque ceux-ci étaient prêts. L'arrivée des Britanniques, en 1788, n'a pas été un simple contact. Ce fut une invasion brutale, fondée sur l'idée que l'Australie était une terra nullius, une terre vide, alors qu'elle était pleine de mémoire, de lois, de chants et de peuples. Ce fut le début de massacres de populations entières, enlèvement d'enfants autochtones, les Stolen Generation, destruction de sites sacrés, interdiction des langues et pratiques spirituelles. Mais malgré tout, la culture aborigène a résisté. Aujourd'hui encore, des communautés continuent de transmettre leurs chants, leurs cérémonies et leurs savoirs du territoire. Des artistes, des militants, des enseignants et des anciens luttent pour préserver cette mémoire longue et précieuse de l'humanité. Plus au sud, les civilisations Incas, Mayas et Aztèques sont davantage connues, mais souvent mal comprises. Ces sociétés possédaient des villes gigantesques, des réseaux routiers impressionnants
des systèmes agricoles ingénieux et des calendriers astronomiques d'une grande précision. L'Empire Inca, sans roue ni monnaie, réussissait à administrer un territoire immense grâce à un système de communication par messagers à pied, chasqui, et à une comptabilité par corde nouée, quipus. Les terrasses agricoles des Andes montraient une maîtrise de l'ingénierie hydraulique et de l'écologie de montagne. Leur spiritualité était profondément liée aux montagnes, au cycle du soleil, aux ancêtres. Chez les Mayas, les mathématiques et l'astronomie atteignaient un degré de sophistication tel que leurs calculs de l'année solaire étaient plus précis que ceux des Européens du XVe siècle. Ils avaient développé des cités-États, des écritures complexes et une science du temps qui faisait du passé et du futur une architecture sacrée. Sur le territoire qui deviendra plus tard le Canada, les civilisations autochtones étaient loin d'être homogènes. Les Micmacs, Anishinaabe, Wendat, Cree, Dene, Inuits et bien d'autres formaient des sociétés adaptées à des environnements très variés, forêts, toundra, montagnes, prairies. Les peuples algonquiens pratiquaient l'agriculture, la chasse et la cueillette avec un équilibre écologique impressionnant. Les Wabanakiennes cultivaient le maïs, les courges et les haricots, selon une méthode appelée les trois sœurs, qui enrichissait naturellement le sol. La transmission du savoir se faisait par des légendes, des objets sacrés, des ceintures wampum, véritables supports mnémotechniques. Et malgré l'absence d'écriture au sens occidental, ces peuples conservaient une mémoire historique orale extrêmement précise, parfois sur plusieurs siècles. Dans la plupart des cultures autochtones, la nature est un être vivant. L'humain ne domine pas, il participe au vivant. Les montagnes sont des ancêtres, les rivières ont des droits. Cette spiritualité incarnée dans le quotidien mène à des pratiques durables, chasse régulée, feu contrôlé, calendriers lunaires agricoles, rituels de remerciement avant chaque cueillette. C'est une autre vision du monde, plus humble, plus ancrée. Contrairement à ce que l'Occident a longtemps prétendu, l'absence d'écriture ne signifie pas l'absence d'histoire. Les peuples autochtones transmettèrent leur mémoire par les chants, griots, chanteurs sacrés, les danses rituelles, les mythes cosmogoniques, les peintures, masques, totems, les textiles chargés de codes. Le langage est vivant, sacré, il porte la vision du monde. Lorsque les Européens sont arrivés, ils ont déclaré ces peuples païens, imposé leur langue et leurs dieux, brûlé les temples et les archives, déporté les enfants dans des pensionnats forcés, effacé les noms, les totems, les danses. Mais les peuples autochtones ont résisté. Par la mémoire orale, par les rituels clandestins, par la transmission familiale, par les luttes modernes. Revendication territoriale, revitalisation linguistique. Ces civilisations n'étaient pas figées dans le passé. Elles évoluaient, elles rêvaient, elles inventaient. Aujourd'hui encore, malgré la douleur de la colonisation, les peuples autochtones du monde entier rebâtissent leur monde, réapprennent leur langue, protègent leur territoire et inspirent les luttes écologiques et spirituelles de demain. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à la liker, la partager. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.